Voilà, on peut démarrer. Hop, euh, donc à ce webinaire sur la ventilation en rénovation et quelles sont les solutions peut-être un peu alternatives qu'on peut avoir en rénovation pour la ventilation sur base des résultats du projet Prix au climat qui est maintenant terminé depuis un certain temps. Donc mon nom est Samuel Caillou, je suis responsable du laboratoire chauffage et ventilation au CSTC, ou plutôt à Buildwise, parce que le CSTC vient juste de changer de nom et s'appelle maintenant désormais Buildwise, justement cette semaine. Alors, quelques mots d'abord peut-être sur le projet de recherche Prix au climat, donc qui était un projet de recherche financé par Innoviris à Bruxelles, avec plusieurs partenaires, dont le partenaire principal était le foyer Anderlechtois, coordinateur du projet. Donc, le CSTC était présent également pour la partie technique, scientifique. Il y avait également une équipe de sociologues de l'Université libre de Bruxelles, de la VUB, pardon. Il y avait également Velux comme partenaire et puis une association de quartier pour la rénovation des maisons. Alors, l'objectif du projet Prix au climat était assez simple. En fait, c'était de faciliter la rénovation, la ventilation, pardon, en rénovation, en essayant d'identifier des solutions de ventilation plus faciles à installer en rénovation, donc des concepts éventuellement alternatifs, et d'optimiser ces concepts, et puis enfin de pouvoir identifier un certain nombre de critères de choix du meilleur concept à appliquer à chaque cas de rénovation. Alors vous connaissez évidemment les 4 systèmes classiques de la norme belge pour la ventilation résidentielle. Le système A avec alimentation et évacuation naturelle. Le système D, très connu aussi avec alimentation mécanique et extraction mécanique. Et puis entre les deux, on a le système B, très peu appliqué, alimentation mécanique, extraction et évacuation naturelle. Et puis le système C, qui est très répandu, alimentation naturelle et évacuation mécanique. Mais évidemment, en rénovation, on a un certain nombre de contraintes ou de limitations qui ne facilitent pas l'installation de ces systèmes en résidentiel, dans les logements existants. Il y a d'abord des questions de coût et de priorité, peut-être que certains travaux comme l'isolation, le remplacement du chauffage sont plus faciles à rentabiliser et à justifier que la ventilation qui est moins perceptible. D'autre part, certains systèmes comme le système D, par exemple, peuvent représenter un investissement assez conséquent, donc il y a des aspects de coût. Ensuite, il y a des aspects d'encombrement. Les systèmes mécaniques C et D nécessitent quand même un peu de place pour le groupe de ventilation, pour les conduits de ventilation mécanique. Pas toujours facile à intégrer en rénovation dans un logement existant. Il y a des questions d'intégration spécifiques aussi. Par exemple, pour le système C, qui nécessite des grilles d'alimentation naturelles, généralement en pratique associées au châssis. Dans le cas d'une maison où les châssis ont déjà été remplacés, donc ce n'est pas forcément évident de prévoir ces grilles d'alimentation naturelles. Il y a parfois de l'impact aussi sur les finitions intérieures, évidemment, aux emplacements où on doit passer avec des conduits, ça a un impact sur les finitions intérieures. Et puis dans certains cas, il y a des systèmes partiels ou simplifiés qui sont utilisés, avec par exemple seulement des extracteurs, mais sont-ils suffisamment performants pour vraiment assurer une qualité de l'air suffisante dans les logements? Ça, c'est évidemment une question importante également. Alors, donc le projet Prix au climat avait pour but d'identifier un peu des systèmes de ventilation mieux adaptés à la rénovation, en combinant différentes approches, notamment une évaluation sur site dans des maisons réelles, avec des mesures de qualité de l'air sur base notamment du CO2, également la mesure de débit dans le cas de systèmes de ventilation mécanique présents. Il y avait également un volet avec l'évaluation de la satisfaction des occupants, donc grâce à l'équipe de sociologues de la VUB. Et puis en parallèle à cette évaluation sur site, il y avait des simulations numériques qui permettent d'évaluer, de tester un certain nombre de concepts, de stratégies de ventilation à plus large échelle. Et enfin, dans ce projet, donc selon le concept d'un Living Lab financé à Bruxelles par Innoviris, il y avait évidemment aussi l'idée d'appliquer, d'implémenter des systèmes dans des maisons réelles. Et donc 2 maisons
du foyer Anderlechtois, donc il y a une société de logements sociaux à Anderlecht. 2 maisons ont été rénovées et dans chacune de ces maisons, un système issu du projet a été appliqué. Alors justement, pour la partie monitoring qui a été réalisée donc, dans ces logements du foyer Anderlechtois, il y a d'abord un certain nombre de monitoring, une partie du monitoring qui a été réalisée sur des maisons existantes. Alors le foyer Anderlechtois est une société de logements sociaux donc en région bruxelloise qui gère bien sûr des immeubles d'appartements comme beaucoup d'autres sociétés de logements sociaux, mais aussi un grand nombre de maisons individuelles dans ce qu'on appelle des cités-jardins, comme on a ici l'exemple avec cette vue aérienne de la cité du Bonnet. Et dans ces quartiers, les maisons qui ont un peu plus de 100 ans maintenant ont été éventuellement rénovées à différentes périodes de rénovation. Et donc, il y a différents niveaux de rénovation de ces maisons. On voit par exemple ici sur les 2 photos du haut un ensemble de maisons qui ont été rénovées très récemment et dans lesquelles, en parallèle à une rénovation très lourde avec isolation, etc., des systèmes D classiques ont été installés. Dans beaucoup d'autres de ces maisons qui sont non rénovées depuis plus longtemps, il n'y a tout simplement pas de système de ventilation, aucun système de ventilation. Et dans certains cas, il y a des systèmes de ventilation qui ont été implémentés dans des rénovations précédentes, avec, comme on le voit ici en dessous, des ventilateurs d'extraction qui ne sont pas toujours opérants ou vraiment effectifs. Ou parfois simplement avec des grilles à travers les murs, comme on le voit ici dans une salle de bain, une grille qui traverse une grille et puis une ouverture à travers le mur directement vers l'extérieur. Donc il y a effectivement différents types de maisons disponibles dans cet échantillon. Et le monitoring initial a été réalisé dans 14 maisons, 6 maisons donc très récemment rénovées, grosse rénovation avec des systèmes D complets et conformes. Et puis, 8 maisons dans lesquelles il y avait soit pas du tout de ventilation, soit quelques grilles dans certains espaces, soit des systèmes d'extraction bien souvent partiels. Alors, dans ces maisons, on a tout d'abord mesuré simplement le CO2 dans les chambres, dans les séjours, l'humidité également dans la salle de bain pendant une suffisamment longue période. Et les résultats que je vais vous montrer ici ont été rassemblés, interprétés selon les catégories de qualité de l'air d'une norme européenne, la norme 16798-1, définit 4 catégories de qualité de l'air, depuis une très bonne qualité de l'air jusqu'à une qualité de l'air tout à fait insuffisante, la catégorie 4, qui sont représentées ici en couleur entre le vert, jaune, orange et rouge. Pour l'ensemble de l'échantillon, à gauche pour les systèmes D, donc les maisons les plus récemment rénovées, et à droite pour tous les autres systèmes, sachant que dans l'échantillon de droite, même les systèmes avec des ventilateurs d'extraction mécanique ne donnaient quasiment aucun débit. Il y avait un mauvais choix de combinaison entre bouche et ventilateur qui ne permettait pas à ces systèmes de fonctionner correctement. Et donc, on voit très clairement que dans les maisons sans système ou avec des systèmes peu opérants, on a évidemment beaucoup plus de périodes de temps pendant laquelle la qualité de l'air est insuffisante, en particulier dans les chambres à coucher, ce qui n'est pas le cas à gauche pour les systèmes D. Même si dans l'échantillon de système D, il y avait un système pour lequel la qualité de l'air était nettement moins bonne que dans les autres, les débits étaient mal réglés, donc il y avait manifestement eu un problème de réglage au niveau d'un des systèmes D, ce qui dégrade un peu ici l'image de gauche pour les systèmes D, mais il y a en tout cas déjà une différence entre les deux. Il y a également une petite différence qui peut être visible entre les séjours, qui sont au-dessus du graphique, et les chambres. C'est vrai que les problèmes de qualité de l'air sont généralement plus souvent rencontrés dans les chambres. Il y a plusieurs raisons qui peuvent être expliquées pour ça. On y passe généralement plus de temps, ne fût-ce que toute la nuit, peut-être avec portes et fenêtres fermées, alors que dans le séjour, la pièce est peut-être plus grande, toutes les personnes ne sont peut-être pas présentes toujours en même temps. Il y a peut-être des moyens directs d'aération via les portes qui sont parfois temporairement ouvertes ou l'utilisation de la hotte ou ce genre de choses qui peut expliquer donc une différence entre ce qu'on observe dans les séjours et dans les chambres. Et donc dans ces maisons, la qualité de l'air dans les chambres peut être vraiment très mauvaise.
y compris dans des maisons qui n'ont pas du tout été rénovées depuis longtemps et qui, par ailleurs, pourraient avoir une étanchéité à l'air médiocre. Il peut y avoir une fuite au niveau de la porte d'entrée, il peut y avoir une fuite au niveau du grenier ou plein d'autres sources possibles d'une mauvaise étanchéité à l'air. Et en même temps, néanmoins, avoir certaines chambres à coucher qui sont suffisamment étanches si les occupants dorment avec la porte fermée et que les fenêtres, par exemple, les châssis ont été remplacés peut-être il y a 20-25 ans et sont quand même néanmoins déjà pas mal étanches. Et donc, ceci est le relevé d'une concentration en CO2 dans une de ces chambres à coucher. Et on voit clairement ici des concentrations en CO2 pendant la nuit qui sont très élevées et qui approchent la limite du capteur qui est utilisé ici, qui était de 5000 ppm. Et donc, qui est vraiment un indicateur d'une assez mauvaise qualité de l'air, même si le CO2 en tant que tel n'est pas un polluant directement considéré comme toxique. Il est un indicateur d'un manque de ventilation, d'un manque de renouvellement d'air, et donc de la présence potentielle de beaucoup d'autres polluants émis par exemple par les matériaux ou par le mobilier. Voilà, donc ça c'était pour quelques mots sur ce monitoring qui permet déjà un peu de cadrer les choses au niveau de la qualité de l'air dans cet échantillon de maisons existantes, donc dans une société de logements sociaux en région bruxelloise. Alors dans le projet, il y avait aussi un volet simulation. Et ici, je vais d'abord vous montrer un certain nombre de résultats très simples pour un petit peu illustrer la performance des systèmes classiques conformes donc à la norme actuelle, les systèmes C et D notamment. Alors, ces simulations sont évidemment très intéressantes parce qu'elles permettent de comparer différentes stratégies de ventilation rapidement et de pouvoir faire varier un certain nombre de paramètres, comme par exemple l'étanchéité à l'air, ce qui n'est pas possible sur une maison existante. Alors, il y a différents éléments qui sont importants dans ces simulations. On réalise ces simulations dans le logiciel Content, qui est un système assez connu. Il y a évidemment les aspects de débit, débit qu'on impose pour les systèmes de ventilation qu'on veut tester, et puis le débit total, y compris les infiltrations, qui est un résultat de la simulation. On a ensuite des sources de polluants dans les modèles et en sortie de simulation, donc les concentrations en polluants dans les différentes pièces, avec comme polluant principal ici le CO2 qui est utilisé comme traceur. Et donc, un indicateur qu'on utilise pour évaluer la performance des systèmes dans ces simulations, qui est l'exposition des occupants à ce traceur CO2, donc qui est utilisé comme indicateur. Alors, la maison modèle était une maison typique donc, de cette cité-jardin du foyer André-Lectois, donc une maison de taille relativement modeste, avec un séjour au rez-de-chaussée de petite taille ouvert sur une cuisine ouverte, 2 chambres à l'étage et une salle de bain, donc des maisons vraiment très, très modestes. Alors, les conditions de simulation dans notre étude, on réalisait donc les simulations pour la période de chauffe, donc en hiver, avec des occupants, dans ce cas-ci 3 occupants, c'est une maison de 2 chambres, 3 occupants présents en permanence. Alors on a d'autres simulations qui ont été faites par après pour évaluer par exemple la ventilation à la demande avec des profils d'occupation plus légers. Mais dans un premier temps, des occupants présents en permanence permettent de vraiment tester les systèmes dans les conditions les plus extrêmes, on va dire. Comme je l'ai dit, donc on utilise un indicateur pour évaluer la performance des systèmes donc sur base du CO2 et on regarde en fait l'exposition cumulée au CO2 au-dessus d'une valeur seuil de 1000 ppm, donc qui permet vraiment de regarder là où il y a des pics importants de concentration en CO2 et de ne pas tenir compte de concentration, de variation de concentration à des niveaux plus faibles qui ne posent pas de problème directement. On avait aussi des indicateurs concernant l'humidité relative dans la salle de bain, mais je ne montrerai pas de résultats à ce sujet ici aujourd'hui. Et évidemment, on peut faire varier différentes choses dans ces simulations. Et un élément important dont je vais parler maintenant, c'est l'étanchéité à l'air et l'impact de l'étanchéité à l'air sur certains systèmes. Et donc, on a ici, pour chaque système que je vais montrer, on a à chaque fois 6 valeurs d'étanchéité à l'air qui ont été testées entre 1 N50 de 0, donc un bâtiment étanche ou presque étanche, et 1 N50 de 12 volumes par heure.
Alors, premier cas ici pour cette maison modèle sans aucun système de ventilation. Donc, on a les 6 points représentés sur le graphique, donc ils sont bien de gauche à droite. Oui, ici, il n'y en a que 5. Le 6e point était en dehors du graphique. Mais pour donc les différentes valeurs d'étanchéité à l'air. Alors, les différents graphiques que je vais montrer ici et dans la suite de la présentation sont toujours construits de la même manière. Sur l'axe des X, on a le débit total de ventilation qui est obtenu par simulation, donc qui va être la somme d'un débit de ventilation mécanique éventuel qui est imposé, plus un débit éventuellement, le résultat de débit de fuite au travers des fuites de l'enveloppe liées aux forces motrices du vent, du tirage thermique, etc. Sur l'axe des Y, on a l'exposition cumulée de tous les occupants au CO2. Et plus cette exposition est élevée, plus la qualité de l'air est évidemment mauvaise. Plus cette exposition est faible, plus la qualité de l'air est bonne. Dans le cas d'absence de système de ventilation, on a plutôt une mauvaise qualité de l'air, évidemment, mais on a donc une relation, une influence de l'étanchéité à l'air, c'est-à-dire que plus il y a de fuite dans l'enveloppe du bâtiment, plus le débit du vent et le tirage thermique va être important et va diminuer donc la concentration en CO2, l'exposition au CO2, mais pas à des niveaux acceptables en termes de qualité de l'air. Alors, donc ça, c'était pour un peu fixer les idées. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec un système D? Système donc complètement mécanique, avec alimentation mécanique dans les chambres à coucher, alimentation mécanique dans le séjour, extraction mécanique dans la cuisine, extraction mécanique dans la salle de bain et dans un WC. Dans cette maison modèle, qu'est-ce que ça donne pour les différentes étanchéités à l'air testées? Donc, de nouveau, ici, de gauche à droite, une étanchéité à l'air parfaite jusqu'à une étanchéité à l'air très mauvaise de 12 volumes par heure. Eh bien, le système D, dans ce cas, donne ici une exposition CO2 selon notre critère, donc cumulé au-dessus de 1000 ppm, qui est de 0, donc qui indique une très bonne qualité de l'air pour ce système D dans cette maison modèle, avec un débit, évidemment, qui augmente au fur et à mesure que l'étanchéité à l'air est moins bonne, puisqu'en plus du débit mécanique de conception du système, on a un débit supplémentaire, donc influencé par le vent et le tirage thermique. Donc ça, c'est un petit peu le premier système de référence qu'on peut présenter, donc le système D, dimensionné et conçu strictement conforme à la norme belge actuelle. Deuxième cas que je voulais vous montrer, c'est un système dans lequel on n'a que des entrées d'air naturelles. C'est évidemment pas un système qui est conforme à la norme, mais c'est un cas qui est quand même intéressant parce que dans les 3 régions actuellement, dans certains cas de rénovation, il y a des exigences très minimales qui s'appliquent et qui concernent justement l'installation d'alimentation naturelle dans certains cas, en particulier dans le cas où les châssis, par exemple, sont remplacés. Alors, il est bien clair que ce système n'est pas complet, mais l'idée de ces exigences, c'est de forcer, évidemment, à penser à l'installation d'un système de ventilation au moment où on remplace les châssis, notamment dans le cas où on voudrait installer un système C, ben, c'est évidemment au moment où on remplace les châssis que c'est le bon moment de prévoir des grilles d'alimentation pour un futur système C, par exemple. Mais donc, il est bien clair que les grilles toutes seules, sans un système C complet, ben, se comportent assez proches finalement des fuites, comme je l'ai montré avant, donc les points gris qui représentent le cas sans ventilation, uniquement avec les fuites. Les points verts représentent ici la présence uniquement des ouvertures d'alimentation naturelle, avec un débit qui va être un petit peu plus important que dans le cas des fuites seules, mais qui ne permet pas, toujours pas d'avoir une qualité de l'air suffisante. Alors, à l'inverse, en rénovation, ce qui se fait souvent en pratique, c'est de prévoir des extracteurs uniquement dans les espaces humides, dans la salle de bain, dans un WC, dans une cuisine. Peut-être en pratique appliqué avec des extracteurs qui fonctionnent de manière intermittente, régulés sur base de l'interrupteur de la pièce, par exemple, ou régulés sur base de la présence, ou ce genre de choses. Ce qu'on a testé ici, c'est donc ces extracteurs dans ces différents espaces humides, mais qui fonctionneraient en permanence,
et ils sont indiqués par les points bleus ici sur le graphique, avec les autres systèmes dont je viens déjà de parler comme référence, donc le système D et les ouvertures d'alimentation seules. Et donc, on voit bien que ces extracteurs seuls, même si ce n'est pas un système complet, fonctionnent déjà évidemment beaucoup mieux que juste les entrées d'air naturelles, puisqu'on a ici un système mécanique qui va vraiment forcer une ventilation en permanence dans ce cas-ci. Le cas suivant que je vais vous montrer, c'est le cas du système C, tout à fait classique et tout à fait conforme à la norme, donc dimensionné strictement conforme à la norme, avec donc des alimentations naturelles dans les chambres, dans le séjour, et des extractions mécaniques dans la salle de bain, dans le WC et dans la cuisine. Le système C est ici représenté par des points mauves, et on voit que dans ce modèle-ci et dans ces conditions-ci de simulation, il ne donne pas forcément une qualité de l'air tellement meilleure qu'un système basé uniquement sur des extracteurs dans les espaces humides. L'exposition CO2 ici est du même ordre de grandeur. Et on a aussi une certaine influence de l'étanchéité à l'air avec une sorte de pic autour de 3 volumes par heure pour l'étanchéité à l'air, qui donne le moins bon résultat pour le système C. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est généralement connu, mais c'est vrai qu'on sait maintenant quand même depuis un certain temps, que le système C conforme à la norme ne fonctionne pas toujours vraiment comme attendu. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne fonctionne pas comme attendu? La première raison, c'est qu'il y a une influence importante de l'étanchéité à l'air. Donc, le système C, il fonctionne un petit peu de manière indirecte. Il y a une extraction mécanique dans les espaces humides qui va créer une certaine dépression dans le logement et indirectement, donc une alimentation en air via le gris dans les chambres et dans le séjour. Dans le cas où on a un bâtiment qui n'est pas suffisamment étanche à l'air, cette dépression va provoquer une infiltration d'air aussi via les fuites, par exemple les fuites dans la salle de bain, les fuites dans un couloir ou via une porte d'entrée. Et donc, on va avoir moins d'entrée d'air vers les alimentations naturelles des chambres et du séjour, et donc une moins bonne qualité de l'air. Un deuxième problème du système C, c'est qu'il est très sensible aux forces supplémentaires dues au vent et au tirage thermique. Dans le cas du vent, par exemple, les grilles qui sont exposées au vent vont avoir à ce moment-là un débit supplémentaire. Et les grilles qui sont sur une façade qui est dos au vent vont avoir un débit diminué, voire un débit inversé. Et donc, dans cette pièce, un renouvellement d'air plus faible et une qualité de l'air médiocre. Pour le tirage thermique, dû à la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment, il va y avoir en permanence une tendance à un flux d'air sous forme d'effet cheminée, et donc avec aussi un débit qui peut être plus important pour les pièces au rez-de-chaussée, comme au séjour, et un débit qui peut être réduit, voire même inversé, au niveau des chambres à coucher, et donc qui perturbe le fonctionnement du système C. Donc pour toutes ces raisons, le système C qu'on voyait ici sur la figure précédente ne fonctionne pas toujours de manière optimale, en tout cas dans cette maison modèle de petite taille et dans ces conditions. Alors, un autre système qui dépasse un petit peu les systèmes de la norme, mais qui est quand même appliqué parfois aujourd'hui, plusieurs fabricants le proposent sur le marché actuellement en Belgique, c'est un système C dans lequel on ajoute des extractions supplémentaires dans les chambres à coucher. Donc, on voit bien ici qu'on a également des extractions supplémentaires dans les deux chambres. Ce système, évidemment, fonctionne beaucoup mieux. On le compare ici au système C sans ces extractions supplémentaires. Il fonctionne beaucoup mieux, évidemment, parce qu'on a ce débit qui est contrôlé dans les chambres à coucher, et donc qui permet de garantir un renouvellement d'air en permanence dans les chambres à coucher et de limiter l'impact aussi bien de l'étanchéité à l'air que du vent, que du tirage thermique. Évidemment, ces débits supplémentaires occasionnent un débit de conception totale plus élevé. On le voit ici sur l'axe des X. Toutes les simulations qui sont présentées ici le sont pour des systèmes fonctionnant en permanence à ce débit total, à ce débit nominal. Mais il est bien clair que ce système, évidemment, a un potentiel important de réduction du débit grâce à la ventilation à la demande, grâce à des capteurs de CO2, etc., par exemple, qui pourrait réduire fortement le débit de ce système, et ce n'est pas présenté directement sur ce graphique. Voilà, donc ça termine la partie qui présente un petit peu les principes de fonctionnement, les performances des systèmes de base. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade-ci.
Aussi, je peux continuer. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Apparemment pas. Non. Alors, je continue. Donc, ça, c'était les systèmes un petit peu classiques de la norme actuelle. Je vais maintenant montrer un certain nombre de systèmes différents qui ont été étudiés dans le projet Prix au climat et qui avaient pour but vraiment de faciliter l'installation de ces systèmes en rénovation. Alors évidemment, pour vous, ça va peut-être être un peu déroutant parce que ce sont des systèmes qui ne sont pas connus, qui ne sont pas appliqués aujourd'hui, qui ne sont pas évidents et qui parfois remettent un petit peu en cause peut-être certains principes qu'on a acquis sur base des systèmes de la norme ou des principes ou des exigences de la norme. Alors, je vais surtout parler de 4 systèmes, ou plutôt de 4 familles de systèmes. Le système des cascades, même si ce ne sont pas des noms officiels, hein, c'est ici des noms pour se comprendre entre nous. Système des cascades, système C-Hall, un système zonal avec des alimentations motorisées et un système également C-cascade. Je commence d'abord par le système. Alors, une petite remarque ici dans cette partie, je vais montrer un certain nombre de photos de composants de produits concrets. Mais ici, il n'y a aucun choix de marque en particulier, c'est uniquement des illustrations, bien évidemment. Alors, le système des cascades. Comment est-ce que ça marche? Mais donc, c'est d'abord un système D, donc avec alimentation mécanique et extraction mécanique, comme le système D classique. Possibilité de prévoir aussi la récupération de chaleur, bien évidemment. La grande différence avec le système D classique, c'est qu'on n'a pas d'alimentation mécanique directement dans le séjour. On va alimenter uniquement les chambres à coucher avec donc des alimentations mécaniques. Et puis, il va y avoir un transfert d'air depuis les chambres à coucher vers le couloir, vers la salle de bain, d'une part, où il y a également une extraction mécanique, mais d'autre part aussi vers le séjour. Et le séjour va donc être ventilé indirectement grâce à ce transfert d'air depuis les chambres vers le séjour. Et enfin, vers l'extraction mécanique de la cuisine, par exemple dans une cuisine ouverte sur le séjour. On peut le voir ici également en plan, donc sur la même maison, le même plan de maison que celui présenté précédemment, donc pour les maisons typiques qui étaient ici dans le projet Prix au climat. Alimentation, donc dans les 2 chambres, à l'étage, extraction dans la salle de bain à l'étage, et puis transfert d'air vers la cage escalier, vers le séjour et extraction dans la cuisine. Donc on voit bien que la différence par rapport à un système D classique, c'est l'alimentation, c'est l'absence d'alimentation mécanique dans le séjour. Un élément important aussi de ce système, c'est qu'il permet d'avoir un débit de conception qui est plus faible que le système C ou D classique. Dans le cas de cette petite maison, la différence est faible. On est ici à 125 mètres cubes au lieu de 150, mais dans d'autres maisons, la différence peut être plus importante. Alors, ce système, évidemment, n'est pas prévu dans la norme NBN 50001 aujourd'hui, mais on a pu montrer par simulation et par monitoring dans une maison rénovée que ce système fonctionne de manière vraiment très performante. Alors, qu'est-ce qui explique que ce système fonctionne bien ou est justifié? Ben, c'est principalement l'idée que dans un logement, on ne va pas se retrouver dans toutes les pièces du logement en même temps, contrairement peut-être à un immeuble de bureau dans lequel toutes les pièces peuvent potentiellement être occupées à un même moment. Dans un logement, ben, pendant la nuit, les occupants vont principalement et généralement être dans les chambres et le séjour va être vide. Et inversement, en journée, en soirée, le séjour va être occupé et les chambres vont être vides. Et donc, ça veut dire que ce principe de recirculation de l'air depuis les chambres vers le séjour permet finalement, profite finalement de cet effet, de ce fait que les occupants ne sont pas présents partout en même temps. Alors concrètement, ce système n'est pas compliqué à mettre en œuvre. En tout cas, il se base sur les composants exactement identiques au système D classique. Donc des groupes de ventilation, des conduits de ventilation. La seule différence, c'est qu'on a un conduit en moins. Alors en termes de régulation, l'avantage de ce système d'abord, c'est que le débit de conception est déjà réduit par rapport à un système D classique ou un système C classique. Et donc, il y a déjà un besoin réduit de faire de la ventilation à la demande ou de réguler ce débit, puisqu'on a un débit de base qui est déjà un petit peu réduit. Alors, une première option assez simple de régulation pour un tel système, c'est d'avoir une régulation centrale basée sur un capteur CO2 dans le séjour.
et régulation qui assure un débit minimum des chambres en permanence, de manière à ce que les chambres soient ventilées au débit prévu, au débit souhaité, en permanence. Évidemment, sur base du principe de ce système, le séjour ne va pas, une fois qu'on fonctionne avec ce débit pour les chambres, le séjour n'aura peut-être pas une ventilation suffisante, mais c'est là qu'intervient le capteur CO2, qui va permettre d'augmenter le débit lorsque le séjour est occupé et nécessite d'être ventilé à un débit plus élevé. Une deuxième option de régulation qui permet d'aller encore un petit peu plus loin, c'est d'avoir éventuellement une régulation par horloge qui va permettre de diminuer à certains moments, pour des moments d'absence, par exemple, le débit d'alimentation dans les chambres. Alors, en termes de performance, ce système des cascades est très intéressant. La qualité de l'air y est très bonne, déterminée donc par les différentes simulations qu'on a réalisées. En termes d'énergie, on a la possibilité d'avoir de la récupération de chaleur, comme sur un système D classique. Et ensuite, on a ce débit de conception qui est déjà par principe réduit, même sans avoir de la ventilation à la base. Ce système est également assez robuste vis-à-vis de l'étanchéité à l'air, donc peu importe l'étanchéité à l'air, qu'elle soit bonne ou mauvaise dans le bâtiment, le système fonctionne bien. Alors, quels sont les avantages principaux de ce système? C'est qu'il est évidemment plus facile à installer, certainement en rénovation. Ce conduit qu'on évite de devoir installer vers le séjour est quand même un élément important. Souvent, dans les maisons existantes, on a un grenier qui est inoccupé, dans lequel on peut installer un groupe de ventilation, à partir duquel c'est assez facile d'alimenter les chambres, mais à partir duquel c'est beaucoup plus difficile d'atteindre le séjour. Le coût d'installation peut également être réduit, un groupe de ventilation plus petit, moins de conduits, et ce système finalement est applicable dans de nombreuses configurations de logements différentes. Alors, de quoi a-t-on besoin pour installer ce système? D'abord, il est plus facile à installer dans un logement avec un séjour et une cuisine ouverte, puisqu'on a ce transfert d'air à travers le séjour et puis extraction dans la cuisine. On a besoin évidemment d'un local technique pour le groupe de ventilation et pour des silencieux pour l'acoustique. On a besoin évidemment de conduits d'alimentation vers les chambres et de conduits d'extraction vers les espaces humides, les espaces de service. Ce système est évidemment applicable également pour des appartements. Vous avez ici le plan en exemple d'un petit appartement avec une chambre et un séjour et une cuisine ouverte. Que ce soit avec des systèmes individuels par appartement ou que ce soit avec un système collectif pour plusieurs appartements. Et une régulation également, comme présenté précédemment. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce système des cascades. Si pas, alors je continue au suivant. Le deuxième système parmi les plus performants, les plus prometteurs qu'on a étudié dans PréClimat, c'est un système qu'on peut appeler le système C-Hall. L'approche est assez différente du précédent. Donc ici, on est plutôt sur un système C, c'est-à-dire alimentation naturelle et extraction mécanique. Mais contrairement ou en déviation peut-être à un système C classique, on va ici prévoir des extractions mécaniques dans toutes les pièces, y compris dans les chambres à coucher, un petit peu comme le système C plus extraction supplémentaire dont j'ai parlé tout à l'heure, qui permet vraiment de garantir une ventilation contrôlée, efficace dans les chambres. Donc c'est vraiment cette extraction mécanique qui va contrôler le débit dans les chambres et qui va faire que ce système fonctionne bien. À la différence du système C plus extraction mécanique de tout à l'heure, ici, on n'a qu'une seule alimentation en air située au rez-de-chaussée, par exemple dans le hall d'entrée, au-dessus de la porte d'entrée, par exemple, ou à un autre endroit. Donc, on évite l'installation des entrées d'air dans les chambres à coucher et on a néanmoins un système qui fonctionne tout aussi bien en termes de qualité de l'air et de renouvellement de l'air. Alors sur plan, donc, ça donne ceci. On a donc bien des extractions mécaniques dans les chambres à coucher, dans la salle de bain, dans la cuisine et une alimentation naturelle uniquement en un point au rez-de-chaussée. On pourrait en avoir en deux points aussi éventuellement dans le séjour, mais de préférence sur la même façade et sur le même étage. On n'a donc pas
avec ce système d'alimentation naturelle dans les champs. Alors ce système, évidemment, contrairement au précédent, il occasionne un débit de conception qui est sensiblement plus élevé puisqu'on rajoute des extractions mécaniques dans les chambres qui n'étaient pas prévues au départ. Mais donc évidemment, l'intérêt avec ce système, c'est d'appliquer une ventilation à la demande, une régulation à la demande qui va permettre vraiment d'adapter les débits aux besoins et partant de ce débit de conception, d'avoir un débit en utilisation qui est évidemment bien moindre. Donc peu importe finalement qu'on a un débit de conception plus élevé, c'est surtout la régulation à la demande qui va permettre de réduire le débit en utilisation. Alors, comme pour le système D cascade, ce système ne nécessite pas de composants extraordinaires. Il est tout à fait applicable avec les produits et les composants actuellement disponibles sur le marché, que ce soit une grille d'alimentation pour l'alimentation en air au rez-de-chaussée, ou que ce soit un des groupes d'extraction de type C avec capteurs. Donc, il y a plusieurs fabricants, plusieurs marques qui proposent des extracteurs de type C avec capteurs motorisés, avec clapet motorisé et avec capteur CO2 dans les chambres, par exemple, et capteur humidité ou présence dans les espaces de service. Donc, la régulation, justement, ici, je commençais à en parler. Donc, comme je l'ai dit, le débit de conception de ce système va être plus élevé, donc il nécessite vraiment d'avoir une régulation à la demande plus poussée. Et le potentiel de régulation est d'ailleurs beaucoup plus élevé qu'avec le système des cascades, par exemple. Et donc, la régulation peut se baser sur une régulation locale. Donc, chaque local est connecté à un conduit avec un clapet qui lui est propre, motorisé, basé sur le CO2 dans les chambres, sur l'humidité dans la salle de bain, la présence dans les locaux où il y a des WC, et au choix le CO2 ou l'humidité, par exemple, dans la cuisine. Alors, les performances de ce système sont également très bonnes, en termes de qualité de l'air, par exemple. En termes d'énergie, on n'a pas la récupération de chaleur d'un système D, mais par contre, on a la possibilité d'avoir une régulation vraiment très poussée, très performante, et une réduction du débit vraiment du strict nécessaire par rapport aux besoins qui sont déterminés par les différents capteurs. La qualité de l'air est très bonne et aussi de manière tout à fait indépendante à l'étanchéité à l'air. Donc, comme pour le système C avec extraction supplémentaire que j'ai montré tout à l'heure, la performance de ce système en termes de renouvellement d'air est tout à fait indépendante de l'étanchéité, ce qui est vraiment un atout évidemment par rapport au système C tout à fait classique, et certainement un atout en rénovation puisque dans certains cas, on ne va pas connaître l'étanchéité à l'air du bâtiment. On va ne même pas la mesurer généralement pour des rénovations modestes ou des bâtiments modestes. Donc le fait de savoir que ce système est indépendant de l'étanchéité à l'air est vraiment un atout. Je vois qu'il y a une question. Alors, la question est, est-ce qu'il y a une régulation locale ou centrale avec ce système C-Hall? On pourrait avoir une régulation centrale, mais alors on va être un petit peu limité en termes de potentiel, puisqu'on démarre d'un débit de conception qui est plus élevé que les systèmes classiques ou que les autres systèmes présentés ici. Et donc, une régulation centrale, imaginons basée sur différents capteurs dans les différentes chambres, va être obligée de s'aligner sur le maximum de ces capteurs, et donc va quand même être très souvent sur le débit, donc si on est en régulation centrale, sur le débit total qui est au départ plus élevé. Et donc pour que ce système soit quand même vraiment performant, il vaut mieux avoir une régulation locale avec vraiment des clapets individuels pour chaque espace, pour chaque chambre à coucher. Et donc, pendant la nuit, par exemple, les personnes sont présentes dans les chambres. C'est les capteurs des chambres qui vont détecter l'ouverture, imposer l'ouverture des clapets des chambres. Et pendant ce temps-là, l'extraction dans la cuisine et dans la salle de bain vont être fortement réduites. À l'inverse, en soirée, on va plutôt avoir une extraction dans la cuisine et après l'utilisation des espaces tels que la salle de bain, une extraction dans la salle de bain. Alors, la question suivante, évidemment tout à fait pertinent. Donc, ces systèmes, aussi bien le D-cascade que le C-Hall, ne sont pas strictement conformes à la norme actuelle et donc ils ne sont pas non plus conformes à la PEB pour le neuf ou pour les rénovations assimilées à du neuf ou les rénovations lourdes. Le projet, évidemment, ici, le projet Prioclimat était un projet de recherche. On a vraiment fait
l'exercice de partir d'une page blanche et d'oublier un petit peu la norme ou la réglementation. Donc, il y a évidemment ces résultats qui sont intéressants, qui montrent que des systèmes alternatifs sont possibles. Sur base de ces résultats, il est possible évidemment maintenant que la norme ou les exigences réglementaires évoluent. On a été pas mal en contact avec les régions au cours de ce projet, les 3 régions en charge de la PEB, qui se sont montrées intéressées et certaines régions notamment ont maintenant comme ambition d'intégrer des exigences ventilation pour la rénovation qui autorisent certains de ces systèmes. Et en parallèle à ça, il y a également un groupe de travail au niveau normalisation européenne qui est en cours maintenant depuis plusieurs années. C'est un processus qui prend beaucoup de temps en durée, et qui vise donc à développer une norme européenne sur la ventilation des logements qui à terme devrait remplacer la norme belge. Et ce type de système pourrait évidemment être intégré aussi dans cette normalisation. Donc à terme, ces systèmes pourraient idéalement aussi être appliqués pour le neuf, mais ce n'est effectivement pas le cas aujourd'hui. Alors, quels sont les avantages donc, du système C-Hall par rapport à d'autres systèmes? Il a d'abord une performance bien meilleure que le système C classique. Donc, il n'est plus du tout dépendant ou sensible à l'étanchéité à l'air, au vent et au tirage thermique. Donc, bien meilleure qualité de l'air. Il y a également des aspects qui peuvent être plus favorables au niveau du confort thermique et du confort acoustique, puisqu'on n'a plus de grille d'alimentation directement dans le séjour ou dans les chambres. Donc peut-être moins de courant d'air et moins de bruit provenant de l'extérieur. Dans certains cas, il peut aussi être plus facile à installer. Un frein qui apparaît souvent, et certainement avec les partenaires avec qui on a travaillé dans le projet Prix au climat, logements sociaux par exemple, les logements, les maisons ont déjà été partiellement rénovés, les châssis ont déjà été remplacés, on ne souhaite pas les remplacer de nouveau. Et donc, le fait de ne pas devoir ajouter des grilles d'alimentation dans les différents espaces est évidemment aussi un avantage en termes de facilité d'installation. Et ce système est également applicable dans une large dans différentes configurations de logements, dans des maisons, mais également dans des appartements, par exemple. Alors, en termes d'application, ce système est également plus facile à installer dans un logement avec une cuisine ouverte, comme pour le système D. Nécessite également un local technique pour le groupe qui est de dimension évidemment plus réduite qu'un système D, et puis des conduits, en tout cas de l'accès pour pouvoir placer des conduits d'évacuation vers les chambres et vers les espaces humides. Et bien sûr, il faut avoir un accès vers un couloir sur lequel on peut prévoir cette alimentation en air directement de l'extérieur, ce qui va être généralement le cas pour des logements de type maison, peut-être parfois moins pour des logements de type appartement. En appartement, justement, donc c'est présenté ici. Donc, attention que l'idée est bien d'avoir éventuellement une alimentation à partir d'un couloir qui est d'un couloir au sein du logement qui est en contact avec une paroi extérieure. Donc, il n'est pas ici question de faire rentrer l'air par la cage escalier commune. Hein. C'est vraiment au sein de l'appartement même. Donc, c'est une limitation qui peut être importante. Et donc, comme pour les autres systèmes, ce système peut être appliqué en appartement, soit avec un groupe individuel par appartement, soit avec un système collectif commun à plusieurs appartements. Alors, il y a différentes variantes de ce système C-Hall. Donc, la première que je vous ai montrée ici, c'est un système C-Hall où on a un groupe de ventilation individuelle pour le logement avec différents clapets et une régulation assez poussée de ventilation à la demande basée sur le CO2 et sur l'humidité. Dans le cadre du projet Prix au climat, on a voulu également explorer vraiment des systèmes qui soient le meilleur marché possible, sachant que dans beaucoup de situations, et certainement dans le cas des logements sociaux, le coût est vraiment un élément très important. Et la ventilation n'est peut-être pas jusqu'à aujourd'hui la première des priorités. Et donc, on a vraiment cherché à identifier des systèmes qui soient le moins chers possible. Et c'est un peu comme ça qu'on est arrivé à ce système. Donc, c'est Hall avec une zone pour les chambres. En fait, comment est-ce que ça fonctionne? Le principe est exactement la même chose que le système C-Hall que j'ai présenté précédemment, mais on va le réaliser avec des composants un petit peu différents.
On va réaliser une extraction commune de toutes les chambres à coucher grâce à un petit groupe d'extraction qui, lui, ne sera pas équipé de capteurs et de clapets motorisés. Donc, il sera un groupe très bon marché. Il en existe différents sur le marché en grand nombre et qui sont vraiment très peu chers. Et cette extraction commune des chambres à coucher peut simplement être régulée sur base d'une programmation horloge pour garantir au moins une ventilation suffisante des chambres pendant la nuit, qui va couvrir une grande majorité des besoins de la plupart des occupants dans les logements. Et puis pour les autres espaces, soit on a une extraction commune également de ces espaces, soit on peut fonctionner avec des extracteurs décentralisés dans la salle de bain, dans la cuisine, dans un WC, etc. par exemple. Alors la régulation, elle est très simple puisqu'on va découpler la ventilation des chambres et la ventilation des espaces humides. Donc dans les chambres, on va avoir cette régulation sur base d'une horloge, on peut avoir aussi sur base du CO2, mais alors on augmente évidemment le coût du système. Qui va simplement imposer une ventilation suffisante pendant la nuit pour l'occupation des chambres. Et puis pour les espaces de service ou les espaces humides, on va avoir plutôt une régulation locale, espace par espace, basée sur l'humidité dans la salle de bain, la présence pour les WC et le CO2 ou l'humidité dans les cuisines, par exemple. Alors, quels sont les avantages de ce système, en particulier en comparaison du système C-Hall complet que j'ai présenté juste avant? C'est qu'il y a des coûts d'installation qui peuvent être réduits dans certains cas. Ce n'est peut-être pas une règle générale, mais en tout cas, il y a un potentiel d'un coût moindre, notamment parce que le groupe qui est utilisé ici dans les chambres est un groupe tout simple, sans régulation, et donc qui est vraiment moins cher. Dans le cas où on a des extractions décentralisées dans les espaces humides, on a évidemment aussi moins de conduits, mais ça nécessite des percements en façade. Ce n'est pas toujours possible, ce n'est pas toujours bon marché non plus. Donc ça, c'est un peu un équilibre à trouver entre les deux. On a également moins de travaux à l'intérieur, dans le cas où on a des extracteurs décentralisés dans les espaces humides. Et enfin, ce système peut être implémenté par phase. Imaginons qu'on a un logement qui est déjà équipé d'extracteurs décentralisés dans la salle de bain, dans la cuisine, dans un WC. Eh bien, pour atteindre ce système C-Hall ici, il suffit d'ajouter un petit groupe centralisé pour les chambres à coucher régulé sur l'horloge et on a alors ce système complet. Je vois qu'il y a une question dans le chat. Oui, je ne sais pas si la personne peut clarifier la question. Donc, c'est clair que la ventilation occasionne des pertes d'énergie et certainement l'introduction d'air neuf froid extérieur occasionne une perte d'énergie qui peut être compensée par le chauffage, avec évidemment un système C, mais quel que soit le système C, que ce soit un système C-Hall ou un système C classique, cette perte d'énergie doit évidemment être compensée par le système de chauffage. Donc là, on a une différence entre les systèmes D, où on peut appliquer la récupération de chaleur, et les systèmes C qui n'ont pas cette récupération de chaleur et donc qui ont un impact énergétique plus important. Alors, ce système C-Hall, donc avec un groupe central pour les chambres, s'installe d'une manière assez similaire au système C-Hall présenté précédemment, à la différence que les extracteurs, si on fait le choix d'extracteurs décentralisés pour les espaces de service, on a évidemment des percements en façade pour ces extracteurs et puis un groupe pour les chambres à coucher. Il n'y a pas d'autres questions sur ce système-là. Je passe au suivant. Donc, le système C-Hall décentralisé. Vous allez voir que c'est tout simple. Donc, c'est le même principe que le système C-Hall présenté précédemment, mais dans ce cas-ci, on va placer des extracteurs décentralisés dans toutes les pièces, y compris dans les chambres à coucher. Mais le principe est évidemment le même. La régulation est évidemment la même aussi. Alors, on peut faire appel à des extracteurs tels que disponibles aujourd'hui sur le marché. Il y a surtout des extracteurs qui sont prévus pour les espaces humides, parfois avec des capteurs d'humidité, ce genre de choses. Il commence à y avoir l'un ou l'autre extracteur qui sont aussi équipés de capteurs CO2.
Actuellement, certains sont sensiblement plus chers, donc ça peut être difficile de rendre ce système complètement intéressant si on a plusieurs chambres à coucher à équiper. Mais il y a certainement un potentiel de développement de tels extracteurs bon marché basés sur le CO2 pour ce type de système. Alors la régulation ici, c'est exactement la même que pour le C-Hall centralisé, à la différence que plutôt que d'avoir des clapets motorisés, c'est chaque extracteur décentralisé qui va fonctionner indépendamment sur base du capteur que l'on souhaite, donc CO2 dans les chambres, humidité dans la salle de bain et CO2 ou humidité dans la cuisine. En comparaison du système C-Hall, donc ce système présente un certain nombre d'avantages. Dans certains cas, il peut présenter un coût d'installation réduit, mais là, ça va vraiment dépendre du nombre de pièces et du nombre de pièces à équiper. Au plus on va avoir un grand nombre de chambres à coucher, au plus le coût de chaque ventilateur d'extraction va être important dans le coût total. Donc, c'est vraiment à voir au cas par cas. Il y a éventuellement moins de travaux à l'intérieur, donc pas de placement de conduits, etc. Donc, c'est un élément qui, dans certains cas, peut être important, notamment dans le projet Prix au climat ici avec une société de logements sociaux. Mais pour eux, c'est un élément important parce que ils réalisent parfois des rénovations. Ils voudraient pouvoir installer des systèmes de ventilation dans des logements qui restent occupés. Et donc, dans ce cas-là, pouvoir éviter les travaux à l'intérieur peut être un avantage. Et de nouveau, c'est possible d'avoir un phasage des travaux. Donc, si on a un logement qui est déjà équipé d'extracteurs dans les espaces de service, il suffit d'ajouter des extracteurs dans les chambres à coucher pour réaliser ce système complet. Donc, c'est hall complètement décentralisé. Alors, comme je l'ai dit, c'est basé uniquement sur des percements en façade et le placement d'extracteurs décentralisés. Donc, il n'y a pas beaucoup de travaux de contraintes. Le seul point d'attention, évidemment, c'est la disponibilité de ces ventilateurs d'extraction décentralisés qui soient suffisamment performants que pour être appliqués dans les chambres. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un point peut-être d'attention. Les autres systèmes se basent sur des composants existants disponibles aujourd'hui sur le marché. Celui-ci nécessite quand même une attention particulière du choix de l'extracteur avec capteur CO2 qui soit suffisamment silencieux. Il n'y en a pas aujourd'hui beaucoup sur le marché. Donc ça clôture un petit peu la famille des systèmes C-Hall. Je vous en ai présenté trois. Le système C-Hall central, celui avec un groupe spécifique pour les chambres et celui complètement décentralisé. Je vois qu'il n'y a pas de questions particulières, donc je vais continuer peut-être. Qui est un système zonal avec des ouvertures d'alimentation motorisées. Alors, contrairement aux deux précédents, ce système-ci, lui, est bien conforme à la norme actuelle. Donc, c'est finalement un système C relativement classique, mais dans lequel une ou plusieurs ouvertures d'alimentation naturelle sont motorisées et donc vont pouvoir être régulées, ouvertes ou fermées sur base, par exemple, du CO2. Alors, au minimum, pour que ce système soit performant, il faut avoir une ouverture d'alimentation motorisée dans le séjour. Dans la chambre, ce n'est pas strictement nécessaire, mais on peut le prévoir également dans là où les chambres à coucher. Donc, on a ici le système qui est appliqué pour un appartement avec une chambre. Alors, il existe également des composants, des systèmes disponibles sur le marché qui permettent de réaliser ce système, donc avec des groupes d'extraction, avec la paix motorisée, ventilation à la demande, et des grilles d'alimentation avec capteurs et régulation et motorisation de l'ouverture. Alors oui, ce que je dois quand même expliquer, donc ici, pourquoi est-ce que c'est dans le séjour qu'on doit placer une telle grille motorisée? C'est peut-être pas forcément intuitif. Mais l'idée, c'est vraiment de favoriser, de rendre efficace la ventilation dans les chambres grâce à cette grille dans le séjour. Parce qu'en fait, dans un système C classique, comme on l'aurait dans cet appartement ici, on n'a aucun contrôle sur l'emplacement où l'air va rentrer. En fait, est-ce qu'il va rentrer par la chambre à coucher ou est-ce qu'il va rentrer par le séjour? C'est uniquement l'extraction mécanique du système qui contrôle le système. Et donc, on n'a pas de contrôle sur l'alimentation. L'avantage d'avoir une grille motorisée dans le séjour, c'est que, par exemple, pendant la nuit,
le séjour est inoccupé. Le capteur CO2 dans le séjour va donc indiquer qu'il n'y a pas besoin de ventiler et on va pouvoir fermer la grille du séjour. Et lorsqu'on ferme la grille du séjour, l'extraction mécanique qui continue à créer une dépression dans le logement va favoriser l'entrée d'air uniquement dans la chambre. Et donc, on va améliorer la qualité de l'air dans la chambre pendant la nuit, ce qui n'est pas le cas avec ce système qui n'aurait pas de grille motorisée dans le séjour. On peut éventuellement ajouter encore une grille motorisée dans la chambre qui va permettre l'effet inverse, donc fermer la chambre et ouvrir le séjour en journée, mais c'est moins critique au niveau du séjour qu'au niveau de la chambre. Alors la régulation, elle est également assez simple. Donc on a d'abord une régulation au niveau de l'ouverture d'alimentation motorisée. Dans ce cas-ci, dans le séjour, qui va s'ouvrir ou se fermer en fonction du CO2. Et puis on a une régulation locale des extractions, comme pour les autres systèmes C que j'ai présentés précédemment, sur base de l'humidité, de la présence dans l'humidité d'un salle de bain, présence dans les toilettes, CO2 ou humidité dans la cuisine. Il est néanmoins important avec ce système de prévoir aussi une régulation minimale de l'extraction, que ce soit d'une extraction en particulier ou de la totalité des extractions de manière centrale, sur base d'une information de la présence dans les chambres, notamment pendant la nuit. Que ce soit grâce à un capteur CO2 dans la chambre directement ou un capteur CO2, par exemple, dans le hall de nuit, qui va donner une information finalement sur l'air provenant de plusieurs chambres, s'il y a plusieurs chambres à coucher dans ce logement. Donc, il y a une question ici par rapport à la norme européenne dont j'ai parlé. Moi, je n'ai pas de vue sur la publication prévue pour cette norme européenne. Donc, la normalisation européenne est un processus qui prend du temps, pour lequel il y a plusieurs étapes qui sont vraiment réglementées, qui nécessitent des enquêtes publiques dans les différents pays européens, etc. Donc, ça prend pas mal de temps. Mais on est participant dans ce groupe de travail. On n'est pas du tout à la manœuvre, mais on y contribue pour y apporter notamment les résultats de ce type de projet, par exemple. Et donc, on sait maintenant que ce travail avance quand même assez bien. Donc, il y a un draft de document qui est bien avancé. Et donc, on peut espérer que le processus va continuer dans la bonne direction avec une publication d'une norme dans les 2 prochaines années, j'espère, disons. Sachant qu'il y a des délais, notamment pour les enquêtes publiques, etc., de plusieurs mois. Donc, c'est pour ça qu'il y a des délais relativement longs. Alors, les performances de ce système saisonnal sont plutôt bonnes, mais à certaines conditions. Au niveau de l'énergie, donc il y a la possibilité d'avoir une régulation à la demande avec les différents capteurs dont j'ai parlé. Donc, on peut adapter le débit aux besoins. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Au niveau de la qualité de l'air, c'est bien aussi, mais à certaines conditions, c'est-à-dire que ce système reste évidemment sensible à l'étanchéité à l'air, comme le système C classique, et également aux effets du vent et du tirage thermique. Donc, si je reviens sur le schéma de principe de ce système, donc, comme je vous l'ai dit, c'est grâce à la fermeture de la grille dans le séjour qu'on va pouvoir maximiser l'entrée d'air dans la chambre et donc la qualité de l'air pendant la nuit. Il est clair que si la façade ou les châssis au niveau du séjour ne sont pas suffisamment étanches à l'air, on a beau fermer cette grille automatiquement, l'air continuera à rentrer par les fuites. Et donc, on va perdre une bonne partie de l'intelligence de ce système. Donc, ce système ne fonctionne vraiment bien que dans un bâtiment suffisamment étanche à l'air. Néanmoins, ce système présente peut-être certains avantages par rapport au système CO qui a été présenté précédemment, c'est qu'il est applicable plus facilement dans un logement avec une cuisine fermée, ce qui est moins le cas pour le système CO. Et on a aussi une régulation donc, locale de l'alimentation, qui est un avantage par rapport au système C classique. Alors, quelles sont les conditions d'application? Donc, ce système nécessite évidemment l'emplacement pour le groupe, pour les silencieux, les conduits d'évacuation pour les espaces humides, comme pour un système C classique. Et puis, bien sûr, le placement de cette ouverture d'alimentation
naturelle motorisée dans le séjour et une ouverture d'alimentation naturelle également dans les chambres. Alors, par rapport à sa sensibilité à l'étanchéité à l'air, on a prévu un certain nombre de recommandations. Donc, si l'étanchéité à l'air est vraiment très bonne, c'est-à-dire un N50 inférieur à 1, ce qui est quand même déjà vraiment performant et pas toujours accessible ou même connu en rénovation, et donc dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. On peut l'appliquer. Si on est entre un N50 de 1 et de 3, pour garantir un fonctionnement, une performance suffisante de ce système, il est conseillé que les différentes ouvertures d'alimentation naturelle soient situées sur la même façade et sur un même étage, ce qui finalement limite l'application de ce système plutôt à des appartements. Et pour un N50 supérieur à 3, ce système n'est tout simplement pas recommandé parce que l'effet de la fermeture automatique des alimentations naturelles, comme je l'ai expliqué, est complètement perdu par l'air qui va rentrer via les fuites dans ce même local. Il n'y a pas de questions sur ce saisonnal. Alors, je passe au dernier système qui va être présenté aujourd'hui, c'est le C-Cascade. Le C-Cascade combine le principe d'un système C, c'est-à-dire alimentation naturelle, extraction mécanique, mais avec la stratégie de ventilation cascade, comme je l'ai présenté tout à l'heure pour le système D-Cascade, c'est-à-dire qu'on alimente uniquement les chambres en air neuf et pas le séjour. Donc, on a ici l'exemple d'un appartement avec une cuisine ouverte sur un séjour. Eh bien, on peut avoir l'alimentation en air dans la chambre, ici on spécial un appartement avec une chambre, et puis extraction dans les différents espaces de service, y compris la cuisine. Et donc, l'air va être transféré depuis la chambre vers le séjour et puis extrait finalement dans la cuisine. Alors, en termes de régulation, mais comme pour le système des cascades tout à l'heure, on a déjà un débit qui est réduit. Et donc, on a un besoin moindre de comment avoir une régulation poussée en termes de ventilation à la demande. On peut néanmoins avoir une première stratégie très simple, qui est une régulation centrale des extractions, donc qui nécessite un groupe de ventilation, un groupe d'extraction tout simple, sans aucun clapet, etc. par exemple, simplement en faisant varier la vitesse du ventilateur et sur base d'un capteur CO2 dans le séjour. Donc, dans cette configuration, on va s'assurer d'avoir un débit minimum qui soit suffisant au niveau des chambres en permanence, puisque ce qu'on souhaite, c'est que l'air rentre via les chambres et avoir un renouvellement d'air suffisant dans les chambres. Et puis, c'est uniquement lorsque le CO2 est occupé avec une occupation plus importante que le capteur CO2 va se déclencher et va nécessiter d'augmenter le débit total d'extraction du système. Donc ça, c'est une régulation tout à fait similaire à celle que je vous ai présentée tout à l'heure pour le système D cascade. Évidemment, maintenant, avec un système C cascade, on a quand même des potentialités de régulation qui sont plus faciles à mettre en œuvre qu'avec un système D. Comme pour les autres systèmes C, on a couramment sur le marché aujourd'hui des groupes d'extraction de type C avec des clapets motorisés par espace, des capteurs de différents types, etc. Et donc, on peut très bien aussi ici avoir ce type de groupe d'extraction qui est appliqué pour le système des cascades avec régulation d'extraction dans la salle de bain sur base de l'humidité, dans la toilette sur base de la présence et dans le séjour cuisine ouverte sur base du CO2, par exemple, tout en maintenant en totalité ce débit minimum dont on a besoin pour l'alimentation en air dans les chambres. Alors, ce système C-cascade, il est évidemment plus facile à appliquer dans le cas d'une cuisine ouverte, mais il est néanmoins très intéressant aussi dans le cas d'une cuisine fermée. Donc, par rapport aux deux premiers systèmes que j'ai présentés, le D-cascade et le C-hall, celui-ci a l'avantage de pouvoir être une solution intéressante dans des appartements où la cuisine est fermée, et ce qui est le cas parfois pour certains anciens immeubles à appartements où l'habitude à l'époque était plutôt d'avoir les cuisines fermées. Alors dans ce cas-là, on n'a pas cet effet de balayage ou de transfert du couloir vers le séjour, vers la cuisine, puisque la cuisine est fermée, mais on peut simplement rajouter une extraction supplémentaire dans le séjour, elle-même basée sur une régulation sur base du CO2, par exemple. Et comme avec ce type de système C, c'est très facile d'avoir un groupe avec des clapets individuels motorisés.
ben, on va vraiment, dans ce cas-ci, même si le débit de conception totale est plus élevé, on va vraiment réguler en fonction des besoins réels dans les différents espaces. Et si le séjour, à un moment donné, n'est pas du tout occupé, le débit d'extraction du séjour va simplement être fortement réduit. Donc voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc le fonctionnement est le même que pour la régulation du système précédent. On ajoute simplement une régulation CO2 également dans le séjour. Alors ce système est également performant, mais de nouveau à certaines conditions. Donc il est également, comme le système saisonnal, assez sensible à une mauvaise étanchéité à l'air, même peut-être un peu plus que le système C classique. Au niveau de l'énergie, par contre, il est assez intéressant puisqu'on a déjà un débit de conception qui est réduit. Et en plus, puisque c'est un système C avec possibilité de régulation locale, on a encore possibilité de réduire ce débit vraiment en fonction des besoins. Alors, donc, quels sont les avantages de ce système par rapport à d'autres, notamment par rapport au système C-Hall? C'est qu'il est plus facile à appliquer dans le cas d'une cuisine fermée. Il ne nécessite pas d'avoir un accès du couloir sur une façade extérieure. Hein. Souvenez-vous que le système C-Hall, l'idée, c'est qu'on a un point d'alimentation naturelle directement dans un couloir. Donc, ça nécessite que le couloir soit en contact avec une paroi extérieure, ce qui n'est pas souvent, ou en tout cas pas toujours le cas dans des appartements. Et puis, un autre avantage, c'est qu'on a ce débit de conception qui est réduit. Mais ce système a des limitations, donc il nécessite, comme pour d'autres, donc l'emplacement pour un groupe de ventilation, l'accès pour des conduits, pour les ouvertures d'alimentation naturelle dans les chambres, etc. Ça, c'est classique. Et comme il est très sensible à l'étanchéité à l'air du bâtiment, il est recommandé dans ce cas-ci de ne l'appliquer qu'à des logements qui sont vraiment très étanches à l'air et dont l'étanchéité à l'air est connue par une mesure, notamment N50 de 1 ou inférieur. Et d'autre part, pour vraiment s'assurer de la performance du système, il est également recommandé que toutes les ouvertures d'alimentation naturelle soient sur la même façade et sur le même étage, ce qui limite en pratique ce système plutôt à des appartements. Je vois qu'il n'y a pas de questions sur ces systèmes, donc je continue. J'ai presque terminé sur les différents systèmes, encore peut-être deux cas supplémentaires qui peuvent être intéressants en complément d'autres systèmes. Ce sont des systèmes qu'on va plutôt voir comme étant complémentaires pour la ventilation d'un ou d'un, par exemple, d'un local bien spécifique qui est un petit peu différent des autres. Alors, tout d'abord, il y a la possibilité d'avoir des fenêtres motorisées, par exemple des fenêtres de toit motorisées. Et ça se développe beaucoup aujourd'hui, donc tous ces systèmes, grâce notamment aux capteurs, à toute une série de régulations intelligentes, etc. Et donc fenêtres motorisées qui peuvent très bien fonctionner pour la ventilation d'une pièce, basée donc sur la détection du CO2. Et donc l'ouverture va vraiment être fonction de ce capteur CO2 et ne va vraiment s'ouvrir qu'au strict minimum par rapport à la présence des personnes dans la pièce et à l'information détectée par le capteur CO2. Alors évidemment, c'est peut-être pas facilement applicable pour toutes les pièces d'un logement, mais imaginons que dans un logement, on a une pièce qui a une occupation particulière ou une utilisation particulière. Imaginons par exemple qu'un grenier aménagé n'est utilisé que pour des activités de loisirs ou autres et n'est occupé qu'un temps très limité. Ben, ça peut être intéressant de dissocier cette pièce du reste du système de ventilation et d'avoir un système spécifique dans cette pièce-là avec ce type de système, par exemple. De la même manière, on connaît depuis longtemps la possibilité d'avoir un système D décentralisé. Il existe différents systèmes de ce type-là sur le marché, donc avec une récupération de chaleur dans un caisson de petite taille qui est appliqué pièce par pièce. Évidemment, si on veut appliquer un tel système pour un logement complet, ben, ça veut dire qu'on doit avoir ce type de caisson dans chaque espace. Donc, au total, on a un coût de la multiplicité, au nombre de ces unités qui peut être non négligeable.
Mais par contre, ce système est certainement pertinent pour ventiler de manière indépendante un espace particulier. Dans beaucoup de logements existants, on a par exemple des annexes au rez-de-chaussée qui sont transformées peut-être sous forme en bureau ou en séjour supplémentaire, ce genre de choses, qui sont peut-être trop éloignés du reste du bâtiment que pour pouvoir y accéder facilement avec des conduits pour un système mécanique. Et donc, on peut très bien envisager de ventiler ce type d'espace séparément avec un système D décentralisé, par exemple. J'en arrive maintenant un petit peu aux conclusions de cette présentation, en essayant de résumer un petit peu les différents systèmes qui ont été présentés et peut-être de donner quelques critères, comment choisir un concept, un système adapté à un projet de rénovation, et peut-être aussi avec quelques exemples. Alors, parmi les systèmes qui ont été présentés, il est clair que les plus intéressants, les plus performants et les plus robustes sont le système D cascade et le système C-Hall et ses variantes, notamment parce qu'ils sont vraiment tout à fait indépendants de l'étanchéité à l'air du bâtiment, qu'en rénovation résidentielle, et certainement dans les cas où on est dans des rénovations modestes, on ne connaît pas l'étanchéité à l'air, on n'a peut-être pas mesuré, on n'a pas fait des efforts peut-être pour l'améliorer, et donc ces systèmes sont intéressants parce qu'ils sont tout à fait indépendants de l'étanchéité à l'air. Maintenant, le choix entre ces systèmes va surtout être déterminé en fonction de la configuration de l'espace, de la configuration du bâtiment, du logement, pardon, et du nombre et du type d'espace. Un élément clé, c'est la présence ou non d'une cuisine fermée ou d'une cuisine ouverte, qui rend certaines variantes plus intéressantes que d'autres. Donc, le D-cascade et le C-hall sont en principe plus faciles à appliquer dans le cas d'une cuisine ouverte sur le séjour. Un autre élément aussi, c'est le nombre d'espaces tels que les chambres à coucher, par exemple, ou les espaces de service. Dans le cas de nombreuses chambres à coucher, le décascade va être intéressant puisqu'on alimente uniquement les chambres à coucher et on va éviter un débit supplémentaire dans le séjour. Donc, ça permet de limiter le débit total du système. Dans le cas, par contre, d'un logement avec de nombreux espaces humides, par exemple avec des douches dans certaines chambres, etc., ce sera plutôt le système C-Hall qui va être plus intéressant. Donc ici, c'est l'exemple de la maison tout à fait classique que j'ai montré tout à l'heure, dans laquelle aussi bien le système D-cascade que le système C-Hall sont vraiment tous les deux intéressants. Donc finalement, c'est un choix un peu personnel ou subjectif. Je montre ici encore un résultat supplémentaire de simulation donc pour ces différents systèmes des cascades et C-Hall avec les différents types de régulation. Et on voit, donc c'est le même genre de graphique que ce que j'ai montré tout à l'heure, le débit sur l'axe des X et l'exposition au CO2 sur l'axe Y. Et donc on est ici très proche du zéro sur l'axe Y. On est très proche du bas. Donc ces systèmes sont très bons en termes de qualité de l'air et on voit un petit peu leur potentiel de réduction du débit par rapport à des références. Donc, on a ici le point rond qui est un système D classique avec une régulation complète sur base du CO2 dans chaque espace. Donc, c'est un système qui, en pratique, est assez compliqué. Et ce même système D qui fonctionnerait à un débit nominal dimensionné pour 25 m3 par personne. Et donc, les différents systèmes D, cascade et C-Hall, différentes stratégies, ici se situent un peu entre ces deux extrêmes, donc avec quand même un potentiel très intéressant, notamment pour les systèmes D cascade de réduction du débit. Ceci est le résultat de simulation pour les occupants qui sont présents en permanence dans le logement. Même quand les occupants sont présents en permanence dans le logement, il y a quand même déjà un potentiel de réduction. Ce potentiel est encore plus intéressant si on applique un profil d'occupation qui est absent la journée, par exemple, pour les gens qui travaillent et les enfants qui vont à l'école, par exemple. Alors, je le disais, donc, dans un logement, on a plusieurs chambres à coucher. Ici, c'est typiquement une maison de rangée avec 2 étages habités, 4 chambres à coucher, un nombre réduit d'espaces humides, d'espaces de service. Mais dans ce cas-ci, le système des cascades est vraiment très approprié parce qu'on va n'alimenter en air que les chambres à coucher et on évite un débit important puisqu'on n'alimente pas directement le séjour avec le système des cascades.
Dans un logement, à l'inverse, où on va avoir plutôt beaucoup d'espaces de services, d'espaces humides, tels qu'une buanderie, une douche dans une chambre, peut-être plusieurs salles de bain, etc. C'est plutôt le système C-Hall qui va être intéressant, et surtout la régulation de ce système C-Hall avec une régulation individuelle, locale par locale, grâce à des clapets et des capteurs d'humidité, par exemple, dans ces différents espaces, douche, salle de bain, etc. Alors, si on ne sait pas appliquer ce système D cascade ou ce système C-Hall, ben, les deux alternatives qui sont présentées ici, donc c'est le système C cascade ou le système C zonal, qui sont également intéressants, mais attention, qui ont vraiment la limitation par rapport à l'étanchéité à l'air et qui ont certaines limites, donc qui sont proposées comme recommandation, donc de ne les utiliser qu'à certaines conditions par rapport à l'étanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment. Je vois qu'il y a une question plus longue, j'y reviendrai peut-être par la suite. Je vais d'abord terminer. Alors, un exemple d'application du système C cascade ici dans un appartement avec plusieurs chambres à coucher, avec 3 chambres. Donc, on a vraiment l'alimentation naturelle en air dans les différentes chambres et puis l'extraction dans les espaces humides. Dans cet appartement, on a également une cuisine fermée, donc un séjour fermé. Pas de souci avec le C cascade, il suffit d'avoir une extraction supplémentaire dans le séjour, une extraction dans la salle de bain. Chacune est réglée vraiment individuellement sur base du capteur approprié dans chaque pièce. Et donc, on peut vraiment adapter le débit aux besoins. Un exemple ici, ou en tout cas 2 exemples dans des appartements dans des systèmes saisonnels. C'est le même schéma d'appartement que ce qui a été présenté tout à l'heure. Donc là, on a une, deux dans le schéma de droite, ouverture d'alimentation naturelle, donc qui permettent de réguler le débit de l'alimentation en air de ce système C et d'améliorer sensiblement la qualité de l'air dans les chambres par rapport à un système C classique. Voilà, donc ça c'est un peu quelques exemples d'applications typiques des systèmes qui sont présentés ici. Bien sûr, comme critère de choix, il y a encore d'autres éléments qui interviennent. Il y a le confort thermique. Le confort thermique, si on veut vraiment éviter à tout prix les courants d'air occasionnés parfois par les systèmes C, par exemple. Confort acoustique, aussi bien pour les bruits extérieurs, donc liés au système C, ou aux bruits liés au système, même si par rapport au système, il existe généralement des solutions de conception, de silencieux, etc., qui permettent de limiter le bruit des systèmes. Il y a évidemment des différences de prix d'investissement de ces différents systèmes qui sont vraiment à voir au cas par cas en fonction de la configuration du logement. Et puis, bien sûr, il y a les aspects de performance énergétique et de coût d'utilisation. Certains de ces systèmes, donc le D cascade et le C cascade, par exemple, ont un débit de conception qui est déjà réduit, donc c'est un avantage. D'autres systèmes ont un potentiel de ventilation à la demande très important, c'est le système C-Hall, c'est le système C cascade. Et puis les systèmes D ont la possibilité de faire une récupération de chaleur qui limite aussi donc l'impact énergétique de la ventilation pour le logement. Voilà, j'en arrive à la fin de la présentation. Je vais donc regarder maintenant les dernières questions dans le chat. Je ne sais pas s'il est prévu que les questions puissent être dites oralement ou... Comment est-ce que tu dis? Est-ce que les questions peuvent être discutées oralement directement? Je vois qu'il y a plusieurs questions, peut-être. Oui, absolument. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut poser une question, il peut allumer son micro. Oui, oui. Donc, Gilles Flamand, je vois qu'il y a plusieurs questions. Par rapport au système B, notamment. Oui. Ok. Vous m'écoutez? Oui. Oui, bonjour, Steven Brakeveld, Ventilair Group. Je vais aussi conseiller le vidéo, voilà. Ventilair Group, je me demande si dans le projet Prix au climat, il y a aussi des possibilités pour des systèmes push-pull, comme ils sont construits pour l'Allemagne. Push-pull, c'est
en ce moment, ce sont des petits débits. Il donne il y a un échangeur thermique accumulé avec accumulation. Je suis flamand, désolé. Mais je sais qu'il y a aussi des combinaisons avec des ventilateurs d'extraction et des systèmes complets. Je me demande si ça a été pris aussi en évaluation dans ce projet. Oui, bien sûr, on connaît aussi ces systèmes-là, donc ils existent effectivement aussi. C'est certainement une solution intéressante dans certains cas. Donc, c'est une variante évidemment du système décentralisé, donc qui nécessite l'installation d'une unité de type D par espace. Dans ce cas-ci, avec chaque fois donc deux modules, un pour l'alimentation, un pour l'évacuation, qui fonctionnent en alternance. Peut-être le point limitant de ce système est que parfois on voudrait pouvoir l'appliquer avec un seul module par espace, donc d'avoir éventuellement une circulation d'air entre une chambre et une autre chambre, ou entre une chambre et une salle de bain, etc. Évidemment, l'inconvénient d'une telle configuration, c'est qu'on a alors un transfert de polluants de certains espaces vers d'autres espaces, donc c'est sans doute pas souhaité, mais ce système appliqué avec 2 modules par espace est très intéressant aussi. Mais comme pour le système décentralisé dont j'ai parlé, avec échangeur à plaques, c'est un peu à voir quel est le coût total pour un système complet, mais c'est une variante très intéressante également. Est-ce qu'il y a encore une possibilité d'évaluer ce système dans ce projet, ou est-ce que PrioClimat, c'est fini pour ce moment? Les systèmes ils sont définis? Le projet est complètement terminé. Maintenant, je dirais que ce système, donc, par rapport aux systèmes qui ont été testés dans PrioClimat, ici on a un système de type D, donc avec alimentation et extraction mécanique. Donc on peut déjà dire à l'avance que ce système va être insensible à l'étanchéité à l'air, que ce système va être très bien contrôlé, les débits vont être très bien contrôlés dans les chambres à coucher, etc. Donc voilà, pour autant qu'il est conçu, installé correctement. Ce qui a surtout été étudié ici en PrioClimat, donc c'est des variantes de système C pour lesquelles il y avait vraiment une certaine recherche à faire par rapport à l'étanchéité à l'air. Mais donc, ce type de système ici, je dirais, ne nécessite pas forcément une évaluation particulière. On peut supposer déjà que l'alimentation et l'évacuation mécanique vont être très performantes. Oui, ok, merci. Il y a un potentiel évidemment de régulation à la demande, mais qui là est tellement différent d'un bâtiment à l'autre ou d'un profil à l'autre que ce n'était pas l'objet ici dans PrioClimat de vraiment quantifier la régulation à la demande ou le potentiel à la demande. Ok. Merci, Samuel. Peut-être qu'on peut parcourir une fois les questions de Gilles Flamand. Oui. Donc, je vois qu'il y a notamment une question sur les coûts des différents systèmes. Donc, dans le cas du projet ici, nous, on n'a pas fait vraiment d'études de coûts spécifiquement. On a bien, à un moment donné, été confronté à des coûts de différents composants. Voilà, c'est clair qu'il y a certains composants qui sont plus chers que d'autres. Hein. Le système saisonnal, par exemple, avec les ouvertures d'alimentation motorisée, voilà, c'est des composants qui sont sensiblement plus chers. Mais on n'a pas fait une analyse systématique de la comparaison des coûts. Maintenant, ce qui est quand même assez clair, c'est que c'est apparu quand même vraiment en résultat de ce projet, c'est que l'intérêt des différents systèmes et le choix des critères, finalement, est fortement dépendant quand même de la configuration du logement, du nombre de pièces, notamment du nombre de chambres ou du nombre d'espaces de service. Et donc, finalement, les aspects coûts vont aussi être très différents d'un logement ou d'un bâtiment à l'autre. Donc, c'est peut-être quelque chose qui est plus intéressant à faire pour un projet donné, au cas par cas, dans un projet de comparer éventuellement 2 ou 3 de ces systèmes au niveau du coût. Merci. Et quand on regarde la question au niveau du système B, en effet, c'est quelque chose qu'on voit pratiquement pas dans la pratique. Ouais. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je ne sais pas si ailleurs dans le monde, on l'applique régulièrement.
Donc, c'est vrai que le système B en Belgique est très peu utilisé, très peu appliqué. Une raison qui est parfois mentionnée, c'est qu'il présente un risque accru de condensation dans les parois, dans les isolants, puisqu'on pousse finalement l'air. Donc, dans le système B, on va avoir une surpression dans le bâtiment et donc on va, si on a des fuites à certains endroits dans les parois, dans les parois isolées, on va finalement pousser de l'air intérieur humide, peut-être au travers de ces isolants. Donc, c'est une raison qui a été évoquée dans le passé. Je ne sais pas jusqu'à quel point elle est justifiée ou pas. Un autre point important pour le système B, c'est qu'on n'a pas la récupération de chaleur comme on l'a avec le système D. Par contre, on va alimenter mécaniquement avec un certain débit, avec une certaine vitesse. Et donc là, on est peut-être plus sensible par rapport au courant d'air, même s'il y a certainement des solutions techniques vis-à-vis de ça. Alors, la question qui est posée ici est peut-être dans le contexte spécifique d'une pollution de l'air extérieur et où il pourrait être intéressant de profiter de l'alimentation mécanique du système B pour filtrer éventuellement l'air extérieur qui serait pollué, par exemple, par des particules. Et c'est vrai qu'alors, dans ce cas-là, l'application d'un système B de manière centrale, ou un peu à la manière de l'approche Hall que j'ai présentée, donc on peut avoir un système B Hall qui aurait l'avantage de filtrer l'air extérieur et en même temps, cette surpression dans le bâtiment pourrait éviter peut-être l'entrée d'air pollué provenant de l'extérieur. Donc, pour le cas spécifique de régions ou de zones à forte pollution, ça pourrait éventuellement être une alternative intéressante, effectivement. Merci beaucoup, Samuel, pour la réponse. Ouais. Je ne sais pas si tu avais d'autres questions ou de compléments, Gilles. Non, non, non. Non, merci beaucoup. C'est très bien. Très intéressant la présentation, donc merci beaucoup. Et alors, sur la dernière question, sur la durée de vie des systèmes, des clapets motorisés, des capteurs, effectivement, ça c'est une bonne question. Il y a déjà quand même certains de ces systèmes qui existent maintenant depuis quelques années. Je n'ai pas entendu jusqu'à présent de retour d'expérience extrêmement négatifs ou de systèmes qui ont des durées de vie vraiment trop courtes, mais c'est peut-être encore un peu tôt pour pouvoir en tirer des conclusions. Mais c'est évident que au plus ces systèmes vont avoir des composants tels que des clapets motorisés, tels que des capteurs, même si les capteurs deviennent aujourd'hui de moins en moins chers. Mais quand on a un capteur par espace, par exemple, ben voilà, il suffit d'avoir un capteur en panne qui pourrait vite coûter un coût non négligeable. Donc, c'est des systèmes, effectivement, qui sont quand même dépendants de leur durabilité. Contrairement, par exemple, au système des cascades, qui lui, finalement, bon, il y a la partie système D qui est un peu plus complexe, il y a un échangeur de chaleur, etc. Mais pour le reste, il y a très peu de composants et donc c'est un système qui peut être robuste aussi par rapport à cette fiabilité ou durabilité des capteurs et des clapets, par exemple. Alors effectivement, il y a un impact également dans les frais d'entretien concernant le remplacement des filtres. En fonction de l'implantation des installations, quand on est en centre-ville, centre urbain ou périurbain, il est évident que le fonctionnement est impacté par les pertes de charge. Or, on constate dans pas mal d'installations que justement les coûts des filtres sont importants et les gens retirent leurs filtres des installations système D pour le récupérateur, qui, après un certain temps, évidemment, se colmatent et provoquent des petits problèmes de ventilation à l'intérieur des locaux qui étaient censés être ventilés. Donc là, encore une fois, le problème est aussi avec les constructeurs de voir dans ces coûts de maintenance, parce que bon, c'est évident qu'aujourd'hui, l'argent coûte cher, donc les gens vont avoir tendance à minimiser le remplacement ou d'avoir des filtres qui permettraient peut-être un niveau d'efficacité moins élevé, mais nettoyable, je ne sais pas. La question est posée au niveau de l'ensemble, concepteur et constructeur.
Donc, c'est clair qu'avec les systèmes D, on a un coût d'entretien qui est un peu plus élevé, notamment avec la nécessité de remplacer les filtres quand même relativement régulièrement, au minimum une fois par an. Maintenant, on a eu, je pense, il y a quelques mois, un autre webinaire de la TIC avec un collègue également du CSTC sur le projet Outwin qui concernait la filtration. Et donc, dans ce projet-là, on a quand même identifié un certain nombre de pistes intéressantes aussi pour rendre la filtration peut-être moins chère ou en tout cas l'entretien plus facile. Et donc, c'est notamment avec l'utilisation de filtres à poche qui sont plutôt utilisés en non résidentiel, mais le principe pourrait être transposé en résidentiel aussi, même si aujourd'hui les composants sur le marché ne sont pas directement disponibles pour le faire, mais en tout cas, le principe pourrait être appliqué d'avoir des filtres qui s'encrassent moins par le principe filtre à poche, en tout cas dont la perte de pression reste faible et stable au cours de l'encrassement et qui nécessiterait donc moins d'entretien et des coûts d'entretien également réduits. Donc il y a des possibilités encore à explorer, c'est clair. Merci, Stéphane. J'ai encore quelques questions, à moins que je me trompe. Les résultats que tu as montrés sont tous des simulations, hein? Alors, donc la plupart des résultats, donc on s'est principalement basé donc sur des simulations parce que ça permet vraiment de tester de grandes variantes, tester l'étanchéité à l'air, tester cuisine ouverte, cuisine fermée. Donc on peut un peu tout faire jouer. Et ça permet aussi de toucher aux limites des systèmes. Donc par exemple le système saisonnal ou C-cascade, c'est grâce aux simulations, voilà, qu'on a différents types de configurations de bâtiments qu'on a pu un peu proposer des recommandations pour les limites de ces systèmes. Maintenant, Bien dans que le cadre du projet, oui. Oui, j'avais compris que dans le cadre du projet, on avait quand même fait des essais en réel. Oui, tout à fait. Donc, il y a 2 maisons qui ont été rénovées, l'une avec un système D-cascade, l'autre avec un système C-Hall, et pour lesquelles il y a également eu des monitorings donc similaires au monitoring initial dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui donnent des résultats assez satisfaisants, mais qui ne sont pas forcément super intéressants à présenter. Voilà, les niveaux de CO2 étaient acceptables, étaient raisonnables. Mais comme toujours en pratique, il y a quand même parfois des choses non prévues ou particulières. Et d'avoir un échantillon sur une maison, ben voilà, c'est difficile d'en tirer des conclusions. Notamment dans une des 2 maisons, en fait, il y avait une cuisinière au gaz. Pour moi-même, en tout cas, c'est la première fois que je faisais un monitoring CO2 dans une maison équipée d'une cuisinière au gaz. Mais ça avait un impact évidemment important. Parce que le CO2 qu'on utilise comme traceur pour la présence humaine, ben dans ce cas-là, elle n'était plus du tout le traceur de la présence humaine. Et donc, voilà, dans la cuisine, le CO2 était élevé au moment où les occupants cuisinaient. Mais donc, voilà, c'est un résultat qui est difficile à présenter voilà, pour une seule maison. Mais sinon, les systèmes, donc les 2 systèmes des cascades CO qu'on s'est implémentés, sont toujours en opération aujourd'hui avec des locataires. Il y a également une enquête sociologique dans le projet, donc avec les sociologues de la VUB, pour lesquels je n'ai pas présenté en détail les résultats non plus, mais qui montraient en fait que les occupants, et on le sait bien, la ventilation est peu perceptible finalement par les personnes. Et donc finalement, les occupants, ils sont généralement assez contents en fait de la qualité de l'air, qu'elle soit bonne ou pas bonne, et un peu indépendamment du système. Ils se plaignent quand les systèmes font du bruit, ils se plaignent quand les systèmes ont des courants d'air. Mais si les systèmes sont suffisamment silencieux et pas trop de courants d'air, ils deviennent un peu imperceptibles. Et donc à ce moment-là, ça fonctionne bien et c'est relativement bien accepté par les occupants. Ou encore une fois que la qualité d'air intérieur est difficilement quantifiable par les gens. Donc, c'est clair. Et ce qui m'étonne aussi, c'est que, dans le projet, c'est que tout d'abord, parler d'habitation non étanche
dans des systèmes de ventilation, ça me semble un peu contradictoire, façon de parler, donc ça n'a pas de sens. Et deuxièmement, que quasi la majorité, ce sont des systèmes C. Bien que, allez, dans mon esprit, le futur est quand même au système D. Oui, je suis tout à fait d'accord. Donc, c'est clair que l'étanchéité à l'air est essentielle et c'est peut-être une mesure qui est peut-être même la plus facile à côté encore de l'isolation. Mais donc ici, on ne voulait pas voilà, mettre des priorités entre isolation, étanchéité à l'air ou autre. On voulait montrer un certain nombre de systèmes qui sont performants, aussi dans des cas où on ne connaît pas forcément l'étanchéité à l'air, et certainement dans des rénovations modestes qui se font peut-être par étapes. Voilà, aujourd'hui, la mesure d'étanchéité à l'air ne se fait pas dans toutes les rénovations. Et donc, c'est intéressant peut-être de savoir quels sont les systèmes qui sont robustes par rapport à l'étanchéité à l'air. Maintenant, par rapport aux différents systèmes, c'est vrai qu'on a montré peut-être plus de variantes système C, mais dont certains ont quand même des limitations importantes, hein, justement en termes d'étanchéité à l'air, donc ne seront applicables que finalement dans un faible pourcentage de cas. L'idée aussi, c'était vraiment de rechercher des systèmes qui soient le plus économiques possible pour justement les cas où aujourd'hui on rénove sans aucune ventilation, d'avoir des solutions pour ces cas-là, en fait, pour essayer d'un peu convaincre. Maintenant, il est clair que le système des cascades, par exemple, est vraiment applicable dans une large gamme de logements et combine vraiment un certain nombre d'avantages. En fait, la récupération de chaleur, le confort, le débit réduit. Donc voilà, c'est clair que c'est peut-être le système qui est le plus généralement ou le plus performant dans ceux qui sont présentés. Mais tout va dépendre effectivement du niveau de rénovation et des contraintes de rénovation. C'est ça. Merci beaucoup. J'avais l'impression que M. Flamand voulait encore poser une question. Oui, juste une petite question à propos des éventuelles nuisances sonores. Donc, tu le mentionnais, Samuel. Est-ce que ça a été mentionné par les personnes qui ont été interviewées lors de votre campagne d'enquête? Est-ce que c'est en particulier pour les systèmes décentralisés, avec ventilateurs décentralisés? Est-ce que c'est ou avez-vous réalisé des mesures dans le cadre d'autres projets? Est-ce que c'est vraiment une nuisance réelle, tout dépendant effectivement du type de produit installé, du type de ventilateur, mais est-ce que ça reste un point d'attention majeur? Oui. Alors, d'une manière générale, indépendamment donc, du type de système décentralisé ou non, l'acoustique reste quand même un point sensible et un point pour lequel beaucoup d'occupants ont tendance à se plaindre de différents systèmes de ventilation mécanique, pour lesquels, heureusement, il existe des solutions pour les systèmes C et décentralisés. On a plusieurs articles qui sont disponibles sur notre site Internet qui donnent des solutions très concrètes pour maîtriser l'acoustique de ces systèmes-là. Pour les systèmes décentralisés, c'est peut-être un peu plus délicat parce qu'on n'en a pas testé dans le cadre du projet ici et on n'a pas nous-mêmes fait des mesures. Donc, dans le cas, par exemple, on aurait des ventilateurs décentralisés dans les chambres à coucher. Si ces ventilateurs sont placés dans un WC, dans une salle de bain, etc., bon, c'est évidemment moins critique, mais donc dans une chambre à coucher, ça risque quand même d'être plus compliqué, en tout cas sur base des produits qui sont actuellement disponibles sur le marché. Il n'y en a pas beaucoup qui pourraient être suffisamment performants que pour être appliqués dans une chambre à coucher. Mais je pense aussi qu'il y a un potentiel, en fait, parce que c'est pas forcément impossible de concevoir de tels ventilateurs avec peut-être un caisson absorbant, silencieux par devant. Évidemment, ça prend un peu plus de place, mais techniquement, c'est pas impossible. C'est peut-être juste que jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas de marché pour de tels systèmes. Maintenant, par rapport aux enquêtes sociologiques donc dans le projet, donc il est arrivé dans certains cas, je ne sais plus pour quel système c'était, mais que les occupants se plaignent effectivement du bruit, mais c'était dans le cas où une chambre était, je pense, directement à côté du local technique, avec aussi les contraintes ici de la rénovation, ben, où voilà, il n'y a pas forcément toujours de la place pour le local technique, etc. Donc, ce n'était pas des situations nécessairement idéales.
Un autre élément qui est peut-être quand même intéressant à mentionner aussi et qui est peut-être un peu contre-intuitif, c'est qu'il y a plusieurs occupants aussi qui ont plutôt donné le message inverse. Il y avait des systèmes très silencieux et les occupants étaient un peu inquiets en fait de ne rien entendre et donc ils pensaient que le système ne fonctionnait plus. Et donc, bon, c'est un peu surprenant, mais c'est quand même à prendre en compte aussi. Il faut vraiment que l'occupant soit bien informé du système, de la qualité de l'air, etc. Et notamment, voilà, le système est conçu pour être très silencieux, donc c'est pas parce qu'on ne l'entend pas qu'il ne fonctionne pas. Donc c'est toute une série d'informations qui sont essentielles pour l'occupant. Sinon, il a tendance à, en fonction de son profil, hein, c'est pas tous les mêmes profils de questionnement, mais l'occupant peut se poser des questions, par exemple, si c'est trop silencieux. Oui. C'est pour ça que toutes les autres cuisines font du bruit. Comme ça, on sait qu'ils fonctionnent. Non, non. OK. Bon, voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Samuel, donc de Buildwise. Donc, félicitations d'ailleurs avec votre nom. Et je constate que tu as aussi eu parfois encore difficile à s'adapter. Oui, Donc, oui, ça oui. prendra encore un peu de temps. On va s'y Donc, habituer, ouais. non, non, c'est clair. Non, Ouais. merci beaucoup. Et bon, on voit que la ventilation, ça reste quand même, en effet, donc un thème très important, certainement dans la rénovation, parce que bon, en effet, la crise énergétique, elle nous impose de réinventer un peu toutes les choses. Hein, donc, voilà. Ouais, tout à fait, tout à fait. Non, non. Si Merci vous beaucoup permettez, encore une fois. si vous permettez, moi j'ai encore une question. Oui, OK, pas de C'est problème. tous vos systèmes que vous avez développés, c'est bien, mais si j'ai bien compris, on ne peut pas encore les appliquer, vu que la norme ne l'autorise pas. Alors, oui, donc je vais redonner un peu de contexte par rapport à ça. Donc, dans un bâtiment neuf qui est soumis aux exigences PEB ou dans une rénovation lourde qui est assimilée à du neuf, avec les exigences réglementaires dans les 3 régions aujourd'hui, c'est effectivement pas possible. Ça, c'est clair. Maintenant, il y a quand même des situations où aujourd'hui, c'est possible de les appliquer. Donc, il y a différents niveaux de rénovation. Moi, je ne connais pas les détails dans les différentes régions, mais dans la plupart des cas, on est en rénovation légère pour lesquelles les exigences de ventilation sont soit inexistantes, soit très sommaires. Et donc, dans ce cas-là, en absence d'exigence, ben, on peut faire finalement ce qu'on veut. Et donc, on peut déjà, dans ces cas-là, tester les systèmes ici, même s'ils ne sont pas conformes à la norme. Ça, c'est une première chose. Pour ce qu'on peut faire maintenant, le contexte plus général, mais donc l'idée dans ce projet, c'était effectivement de sortir un peu du cadre et d'explorer des systèmes différents. Donc les résultats maintenant existent. Il y a une publication qui est prévue donc chez nous, Buildwise, sous forme d'innovation paper, qui présente tous ces systèmes et leurs différentes régulations vraiment en détail. Et donc sur base de ça, mais ça peut aussi servir pour les régions pour éventuellement fixer des autorisations, des exigences spécifiques à la rénovation. Et les régions sont actuellement intéressées par ça. Ça ne veut pas dire que ça va se faire tout de suite, mais donc les régions sont vraiment intéressées aussi de pouvoir permettre ce genre de système en rénovation. Donc je dirais que c'est une première étape peut-être un peu plus scientifique qui est maintenant terminée et qui peut permettre aux aspects réglementaires de se développer à présent. Merci. Espérons qu'il se développe. Le travail de normalisation est lourd, Samuel, on le sait. Oui. Maintenant, les régions peuvent, pour la rénovation, les régions peuvent éventuellement implémenter des exigences bien avant la norme européenne. C'est vrai. Voilà. OK. Merci beaucoup à tout le monde. Et bon, on vous reverra la prochaine fois donc, lors de nos webinaires. Merci encore une fois, Samuel. Et espérons qu'on se revoit donc bientôt. Bonne soirée à tous et au revoir. À la prochaine.